Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi avec Christine Bouillot. Bonjour, journaliste Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès et auteur de Laïcité et République paru chez L'Harmattan. Bonjour Valérie. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour à vous. Et Jérôme Dubuc, membre de La République En Marche. Bonjour à vous. Eh ben moi j'ai rien compris, mais alors rien de rien. Quand j'ai regardé hier la télé, je me suis dit bon, c'est moi qui, voilà, il me manque un truc. Et puis quand j'ai vu toutes les réactions, j'ai vu que j'étais pas la seule. Je me suis dit que on avait quand même touché le fond avec cette conférence de presse hier. Qu'est-ce qui va changer? J'espère que vous allez pouvoir me l'expliquer. Appelez-nous si vous avez. Alors c'est vrai que c'est l'Île-de-France, ce sont 16 régions qui sont concernées. La majorité de nos auditeurs qui nous écoutent en Occitanie. 16 départements, oui, absolument. Parce qu'il n'y a que 13 régions en France, donc ça va être compliqué. J'ai ma langue à fourcher. Nos auditeurs en Occitanie ne sont évidemment pas concernés, mais quand même politiquement, on va évoquer, en zone libre. On va évoquer quand même cette stratégie de l'échec de tout, des tests, des masques, de la vaccination et là de ce reconfinement, déconfinement. On va en reparler avec vous. On va évidemment parler également aussi du vaccin AstraZeneca. Notre Premier ministre va se faire piquer, au sens premier du terme évidemment. Ça commence bien. Voilà, et j'ai vu une blague. Vous êtes en forme, Valérie. J'ai vu une blague sur Twitter qui disait Jean Castex va se faire piquer. Quelqu'un disait mais pourquoi, il est quand même pas si nul que ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous avez confiance? Bah oui, mais c'est justement pour donner l'exemple. Allez, petit tour de table de vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christine, on commence avec vous. Oui, alors je fais juste une petite parenthèse, je reviens dans ma famille d'origine, c'est-à-dire les sportifs et les sportifs surtout de haut niveau. Il y a eu une petite info qui est tombée en début de semaine et on se demande parfois à quoi servent les combats pour l'égalité homme-femme dans la société. Voilà, je voulais juste souligner la signature pour la première fois en France, alors ça peut paraître anodin, d'une convention collective pour les handballeuses professionnelles. Voilà, c'est la première fois qu'un sport professionnel féminin se dote d'une convention collective. N'oublions pas que les sportifs sont des salariés comme les autres, avec des accidents du travail, avec des congés maternité. Et si on prend rien que le congé maternité, quand on est sportif de haut niveau, c'est soit un arrêt de la carrière, soit vous faites une croix sur votre salaire et vous attendez d'avoir votre enfant pour espérer peut-être pouvoir reprendre la compétition si votre employeur le désire. Quand celui-ci ne fait pas à votre insu parfois des tests de grossesse pour savoir à la signature du contrat si vous êtes enceinte ou pas. Voilà comment ça se passe. C'était un chouïa moyenâgeux. Et donc depuis lundi, la convention collective encadre tout cela, les salaires, les congés payés, les congés maternité. Bref, une avancée sociale majeure. Alors on avait déjà eu ce débat avec vous, Valérie, sur à quoi servent ces journées de lutte contre les violences faites aux femmes ou les journées de la femme. Voilà, pour moi c'est typiquement ça, les avancées sociales. Parce que les sportifs, finalement, ce qui se passe dans le milieu du sport, comme dans celui de la culture, comme dans d'autres secteurs, illustre aussi, on va dire encore, toute la marge de manœuvre qu'il y a à faire pour approcher l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour moi, elle se situe d'abord dans le monde du travail. Oui, je trouve que c'est une inégalité qui est quand même très violente. Se dire que, par exemple, à salaire égal, à poste égal, vous n'avez pas le même salaire, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je trouvais particulièrement violent. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur pour dire qu'on sortait enfin de la préhistoire dans le domaine sportif, et ça ne peut être que du gagnant-gagnant puisque bien sûr les joueuses seront forcément mieux traitées, donc elles seront plus performantes et resteront en France aussi. Ça c'est important. Coup de cœur donc pour la première convention collective pour des sportives en France. Pascal Bataille, un coup de cœur également ce matin. Oui, un coup de cœur, ça concerne la diplomatie américaine. Moi, je fais partie des gens qui ont respiré un grand coup, évidemment, quand Joe Biden a été élu à la place de l'inénarrable Donald Trump, et notamment, j'espérais des choses au plan diplomatique. Et on voit que depuis quelque temps, effectivement, que ce soit Biden lui-même ou Anthony Blinken, prennent des positions marquées, des positions qui sont, me semble-t-il, assez intéressantes. Et ce qui s'est passé hier en Alaska lors du sommet entre les USA et la Chine marque un nouveau pas dans la définition d'une nouvelle diplomatie américaine où on dit les choses, on arrête de jouer des castagnettes et de faire du grand n'importe quoi selon l'humeur du matin, comme le faisait Trump avec
ses tweets. On fait de la diplomatie, on dit les choses, franchement, notamment ce qui était passé évidemment à 10 000 km au-dessus de la tête de Trump pendant tout son mandat, la situation des Ouïghours, qui est enfin, à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis, reconnue et dénoncée. Donc voilà, on dit enfin les choses vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, ça a conduit à ce que la Chine dise aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas toutes fausses sur ce qui se passe aux États-Unis et sur ce que font les États-Unis. Moi, j'aime bien la diplomatie où on dit les choses, où effectivement on arrête d'être dans le flou, dans l'hypocrisie la plus totale et le politiquement correct, où on se dit un peu les choses. Je ne suis pas forcément pour le retour d'une guerre froide tous azimuts, mais au moins que lors de ces sommets, ils puissent éventuellement servir un peu à quelque chose, au moins dans le discours déjà, qu'il y ait des dénonciations qui soient faites, des messages qui passent. Oui, voilà. mais enfin, donc, bravo à Blinken hier. Oui et non, parce que quand il dit Ben Salman est responsable de la mort, ok, so what, il se passe quoi derrière, traiter Poutine d'assassin, ok, c'est de la diplomatie. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'il faut ensuite des actes derrière les mots, mais déjà que les mots existent et qu'il y ait des dénonciations officielles qui soient faites par rapport à des choses qui étaient passées sous silence totalement dans tous ces sommets depuis des années, je trouve que c'est déjà un petit pas en avant intéressant. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grands changements. Quand on voit ce qu'a décidé Joe Biden sur les vaccins, par exemple, vis-à-vis de l'Europe, c'est exactement la même politique isolationniste qu'avait conduit son prédécesseur. On lui a demandé de nous fournir un certain nombre de vaccins AstraZeneca parce qu'ils ne les utilisaient pas. Ils en ont 30 millions qui sont en stock. Eh bien, Monsieur Biden a dit non, comme Monsieur Trump aurait dit non. Donc je crois que l'isolationnisme américain va continuer, malheureusement pour nous. Et quand on entre dans les faits précis, là on en a un très précis, eh bien on s'aperçoit que rien n'a changé. Donc j'aimais beaucoup de réserves. Ils en envoient déjà au Canada et au Mexique. Non, oui, mais pas en Europe. Alors on leur a demandé, ils ont dit non. Bon, donc moi j'aimais beaucoup de réserves sur les changements de stratégie de la politique extérieure américaine. Oui, je partage cet avis. On s'inscrit dans une continuité parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce du président Joe Biden. Moi-même, je salue son élection. Je préfère en effet que ce soit lui qui soit président des États-Unis plutôt que Donald Trump. Néanmoins, je ne crois pas du tout à un changement de politique internationale. Je pense sincèrement que les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde. La priorité, c'est eux, c'est leur économie. Et vous parliez très justement des doses de vaccins bloquées aux États-Unis, alors qu'elles étaient destinées, ces doses, pour l'Europe, et elles sont bloquées là-bas. Donc oui, priorité, Joe Biden ne change pas de stratégie, priorité aux États-Unis, et puis aussi pas mal d'incantations. En effet, Valérie, vous parliez du journaliste assassiné. Bon voilà, en gros, c'est pas bien ce que vous avez fait, Monsieur Ben Salman, mais rien ne suit. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de... Voilà, c'est que des incantations. Nos auditeurs réagissent. Anne vous dit « Je ne vois pas en quoi faire rebombarder la Syrie est une avancée démocratique ». Donc c'est un peu polémique. Christine, vous pensez que... Oui, je voulais pas sur Joe Biden, je pense qu'il fait ce pourquoi les Américains l'attendent, et notamment la partie, on va dire qui était républicaine, mais qui avait du mal avec Trump. Donc America First. Voilà. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple des vaccins, pardonnez-moi, mais il fait ce que tous les États font. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a une guerre sur les vaccins. Enfin, c'est rien de neuf sous le soleil. Regardez ce qui se passe, même du côté de l'Europe, on bloque quand même, avec l'accord de l'Italie, on a bloqué l'envoi de vaccins aussi. Enfin, il y a une guerre autour. Sauf qu'aux États-Unis, ils les utilisent pas, alors que nous, on en a besoin et on les utilise. C'est une grande différence quand même. Ces doses sont stockées, elles ne servent à rien. Est-ce que vous croyez sincèrement que si on avait des doses aujourd'hui, un des États européens dirait on les envoie et on ne sait pas si on les retrouvera parce que la fabrication piétine. Enfin, je pense que ce qu'on ferait effectivement, c'est ça. C'est complètement différent de ce que font les États-Unis. C'est une des grandes différences. Je suis pas sûr, moi, qu'on les
les envoie comme ça. Si on ne les utilisait pas, si, je crois que si. Oui, mais comme on en a besoin, et que je rappelle ce chiffre, 3,3% de la population vaccinée par les 2 doses en France, je pense qu'on n'en a pas des vaccins. On est dans la moyenne européenne. Non, on n'est pas dans la moyenne européenne. Là, le rythme de vaccination... on va en reparler tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Najwa El Haïté, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès et auteur de Laïcité et République. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Eh ben oui, on n'a pas trop compris ce qu'elle allait changer dans nos vies, en tout cas en ce qui concerne le confinement pour les 16 départements qui sont concernés par les annonces qui ont été faites hier soir. Un auditeur me dit si, nous aussi, en Occitanie, on est concernés, puisque quand on voit les trains qui sont partis bondés de Paris ce matin, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui n'étaient pas et qui ne veulent pas être restés à Paris. On va évoquer donc tous ces sujets. l'AstraZeneca, est-ce que vous ferez vacciner avec ce vaccin? Est-ce que vous avez confiance? Qu'est-ce que vous avez compris, vous, hier soir? Moi, je vois pas ce qui va changer. Il y a une auditrice qui me fait rire. Elle a tweeté sur cette effectivement autorisation. Alors, le top du top, c'est l'attestation pour sortir de chez soi le temps que l'on veut. Mais pour prouver qu'on est bien à plus de 10 km de chez soi, il faut une attestation. La carte d'identité ne sert à rien. Effectivement, pourquoi une attestation? Il y a quand même quelques éléments qui changent dans les 16 départements. Il y a d'abord la fermeture des commerces non essentiels. Oui. Alors avec une liste révisée, heureusement, parce donc que... ça s'appelle un confinement anti-commerçant, me disent certains auditeurs. Non, c'est un confinement, confinement allégé, j'allais dire, parce que en réalité, dans la liste des commerces qui sont essentiels maintenant, on a les coiffeurs, là, ça tant mieux, bravo, et on a surtout les libraires et les distributeurs de musique et les disquaires. Donc ça, c'est quand même un point. Vous me donnerez l'adresse de votre disquaire. Ça aussi, ça a été beaucoup. Non, mais je ne peux pas le dire, mais je le donnerai, Valérie. Oui, il y en a beaucoup dans le 6e arrondissement. Il y en a dans le 6e, il y en a dans le 4e, mais il y en a ailleurs que. Mais c'est un peu du vintage, non? Oui, c'est pour les vieux comme nous, voilà. C'est ça. Bon. Et puis il y a quand même l'interdiction d'aller des régions rouges, dites rouges, dans les régions vertes. Ouais. Ça, c'est quand même une nouveauté aussi. Donc le reste, effectivement, on n'y voit pas très clair en ce moment. Il faut que ça se mette en marche. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? C'est la vraie question. On a un auditeur. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Mathieu, bonjour. Vous nous appelez du Gers. Oui, je vous appelle du Gers. Je suis en train de bouillir, mais bon, voilà. Non, mais attendez, ça, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Vous voyez, je vais être direct, d'accord? Allez-y. Vous voyez, les Français, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Si vous avez un cas, vous êtes dans un avion, l'avion est en train de s'écraser, vous dites, oh, le pilote peut-être va nous sauver. On s'accroche tous parce que c'est le pilote, d'accord? C'est lui qui nous guide, d'accord? Aujourd'hui, le vendredi, j'ai eu mon fils. Il a eu la sinusite chronique. Je l'amène chez le médecin, 50 € les 2 enfants. Le médecin, il nous regarde, a fait un test de Covid. J'ai dit, mais attends, il a la sinusite, il ne peut même pas. Tout ce qui sort des bouches des médecins, c'est le Covid. On ne soigne plus rien que le Covid. Vous voyez, j'arrive à la maison, mon fils, il tremble, il a la fièvre, ma femme, tout le monde. Ils ont fait le test de Covid il n'y a même pas longtemps, ok? Négatif. On arrive, heureusement qu'on avait des antibiotiques, on s'est auto-soigné. Aujourd'hui, mon fils, il court comme un lapin, il va à l'école. Vous voyez? Donc, si on se concentre sur tout ce qui se passe, les gens vont crever à part le Covid qui existe aujourd'hui. Maintenant, mon point, c'est quoi? On a le vaccin. Avant, on n'avait pas le vaccin, ils nous ont confinés parce qu'il n'y avait pas de solution. D'accord? On a compris. Ok? On dit, bon, d'accord, il n'y a rien, donc on ne va pas contaminer les grands-parents, les beaux-parents, etc., les personnes fragiles. On suit ça. Et le jour avance, ok, et on voit que rien n'est fait. Il y a tous les idées qui sortent pour rien, ok. Ils nous donnent des idées, des grands, voilà. À la télé, on écoute, mais on ne sait plus quoi faire. Maintenant, le problème, c'est quoi? On a le Nord, il y a des zones rouges, dont on dit. Si on a le vaccin, Monsieur le Président, si on a un vaccin, ok, quels que soient les vaccins, pourquoi ne pas prendre ces vaccins-là? Aller massivement vacciner dans les zones où c'est plus touché, d'accord? Et que où c'est touché, on les vaccine. Là, ils vont développer des formes d'autoprotection. Et l'endroit où on voit que ça commence à aller mal, on va vacciner là-bas, ok?
et ainsi de suite. Peut-être on peut sortir de cette crise, mais si on enferme les gens, c'est ce qu'ils ont fait. Mais si on continue mais Mathieu, on n'a pas de vaccin, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Le peu qu'il y a, aller vacciner là où c'est comme vous avez une pirogue qui coule. Merci Mathieu d'être intervenu sur Sud Radio. Mais mais c'est le bon sens. C'est vrai que ce matin, moi je me demande dans quel état se trouve le Premier ministre, le Président de la République et le ministre de la Santé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont contents d'eux? Ils se rendent bien compte, il y a des blagues partout sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas ce qui va changer. Est-ce que ça va être efficace d'un point de vue sanitaire? Écoutez ce que disait Gabriel Attal ce matin. Je l'entends parfaitement, Alba Ventura. Et si je devais résumer les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est qu'on prend des mesures territorialisées dans des territoires où la situation est nettement plus dégradée qu'ailleurs. Et que le sens de ces mesures, c'est de dire qu'il faut encore davantage réduire ces interactions sociales, ces contacts sociaux, et que tout ce qu'on peut faire dehors, il faut le faire dehors. Parce qu'on a appris depuis 1 an et depuis le début de cette crise. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire dehors, on doit le faire dehors. Il faut avoir... Déjà, la décision de reconfiner n'est pas une décision simple. C'est une décision quand même assez lourde de conséquences aujourd'hui. Non, mais on parlait de répercussions économiques. Eh bien, là, on le voit, les chiffres sont énormes. Le reconfinement, c'est des milliards d'euros par semaine sur le budget français. Les répercussions aussi psychologiques. Donc, j'allais dire, cette décision est lourde et très lourde en termes d'impact. Après, vous avez un président de la République et un gouvernement qui ont tout fait pour éviter ce reconfinement de l'Île-de-France. Parce que ce qui n'a pas changé, c'est la stratégie. C'est-à-dire que les mesures restrictives sont prises de manière territorialisée. On n'est plus dans un confinement global. Voilà. Là, le gouvernement a fait le choix, et bien sûr le président de la République, de territorialiser les décisions. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas de gaieté de cœur que les commerces que le choix de la fermeture des commerces soit décidé. C'est pas de gaieté de cœur, mais vous avez un système hospitalier qui est en tension, qui risque d'être saturé. On connaît les données, sauf que quelle est la cohérence de laisser les métros ou de laisser les métros, les grandes surfaces? C'est ce que nous disent les auditeurs. Le virus, il est intelligent. Il va pas dans les magasins de vêtements, mais il va dans les magasins de vêtements. En gros, on a appris ce matin. Là, par contre, je partage votre avis parce que ce qui était annoncé, c'était les premières annonces, on va dire, avant une annonce officielle, c'était notamment la fermeture des hypermarchés, des grands centres commerciaux. Bon, ça c'est pas fait. Ça, là, par contre, je vais être honnête avec vous. Là, je comprends pas très bien. Alors, attendez, je voudrais qu'on fasse tourner la parole, Pascal Bataille. Oui, vous avez compris quoi? On vient d'inventer le confinement dehors, si j'ai bien compris, effectivement, après le confinement total, le confinement partiel, le confinement territorialisé. Maintenant, c'est le confinement à l'extérieur. La seule mesure qui sanitairement semble à peu près intéressante dans ce qui a été annoncé hier, c'est effectivement le fait de limiter au maximum les déplacements entre les régions, et notamment entre les régions rouges, comme je disais Jean Dubus, et celles qui sont pour l'instant encore un peu épargnées. Mais on voit bien que malheureusement la stratégie, l'éternelle stratégie du en même temps a encore présidé hier aux décisions gouvernementales, qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou, et en même temps. Et au final, on est dans une non-décision, c'est-à-dire dans un système qui va être, je ne sais même pas comment on va pouvoir contrôler effectivement le respect des gens. Heureusement qu'on mise sur la discipline et la citoyenneté de nos compatriotes, parce que je ne vois pas comment on peut contrôler des gens qui ont le droit de sortir pendant une durée illimitée chaque jour dans un rayon de 10 km de chez eux, sans compter que tous ceux qui ont des motifs impérieux pour le faire. Donc voilà, c'est encore une fois effectivement cette stratégie du en même temps, ni vraiment à gauche ni vraiment à droite, et au final c'est une non-décision qui va pénaliser les commerçants, qui va coûter 1,2 milliard de plus par mois au budget de l'État, et pendant ce temps on crée toujours pas de lits en réa, on ne met pas
davantage l'accent sur la formation des infirmiers, des infirmières et du personnel hospitalier. On entend toujours parler de rien. La Cour des comptes a très judicieusement souligné ça dans son dernier rapport. Effectivement, le manque de mesures de fond, le manque de mesures pérennes. Allez, on marque une pause. Christine Bouillot, vous réagirez tout de suite après. 0826 300 300. Appelez-nous si vous souhaitez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. Nous revenons sur les mesures annoncées par le gouvernement, au-delà du fait qu'effectivement un certain nombre de régions ne sont pas concernées, encore que, comme disaient nos auditeurs, les trains sont partis pour la Bretagne, le Sud-Ouest, un petit peu partout où les zones sont libres. Donc vous serez concernés forcément d'une manière ou d'une autre, mais surtout c'est la stratégie politique. Emmanuel Macron ne veut pas perdre la face, donc on y va peut-être à petits pas. Christine Bouillot, vous êtes en Occitanie, vous êtes à Toulouse. Est-ce que vous avez compris ces mesures ? Alors, j'avoue que hier soir, il m'a fallu un petit peu de temps pour, comme vous Valérie, pour me dire qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai compris. On oublie quand même que dans la stratégie qui a été annoncée hier soir, il y en a une qui est quand même cruciale pour éviter sans doute un effet exode qui a déjà commencé aujourd'hui, on le sait, c'est que les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts. Donc les enfants continueront à aller en classe et que ce qui a dû peser dans la balance, c'est qu'aujourd'hui, on demande en fait à toutes les personnes qui habitent dans les départements concernés par les nouvelles mesures, en gros d'aller travailler, et de permettre aux enfants d'aller à l'école et le week-end de s'aérer sans sortir finalement d'un rayon de 10 km. C'est à peu près avec un confinement, un couvre-feu qui va démarrer à 19h à partir de demain, si j'ai bien compris. Donc, en fait, on gagne 1 heure. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal. Mais globalement, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'on est tous concernés, en fait. On est tous concernés parce que la sensation qu'on a aussi de notre côté, quand on est loin de la zone, c'est à qui le tour bientôt. On a eu le Pas-de-Calais, on a eu la Côte d'Azur, on a maintenant l'Île-de-France, on a d'autres départements que l'Île-de-France. On les oublie, mais c'est effectivement d'autres départements que les départements franciliens qui sont concernés par ces mesures. Et on se dit, mais si ça arrive et qu'on voit effectivement que ce virus des villes, parce que c'est plutôt dans les villes, se comporte de la sorte avec le variant, je vois pas. Il y a un très fort risque pour que ça nous arrive à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, dans des grandes villes. Donc à qui le tour ? Donc à quel moment la stratégie va se retrouver efficace ? Donc j'ai envie de vous dire que la seule porte et le seul trou de souris qu'il peut y avoir aujourd'hui, en fait j'essaye de voir le verre à moitié plein, mais il est de plus en plus petit le verre, donc c'est compliqué. Si vous voulez, c'est la vaccination. Il n'y a que ça. C'est de nous faire patienter, c'est de tenir autant que possible, mais avec un désastre, parce que globalement, les transports entre régions, dire on interdit le trafic, enfin en tous les cas les déplacements entre régions, mais c'est illusoire. Enfin, j'ose espérer quand même que tout le monde est conscient que le sport national va être de s'échapper de tout ça pour essayer. Bien sûr, des gens vont essayer, mais les gens sont à bout. Les gens, enfin moi j'ai discuté avec des Parisiens hier soir, ils sont excédés, mais je serai dans le même état. C'est-à-dire que c'est le retour à la case départ. C'est la sensation terrible que cette conférence de presse a donnée, avec en plus un Premier ministre qui était brouillon hier soir, ça c'est vrai. Oui, et les écoles qui sont ouvertes devraient quand même contenir un petit peu cet exode, et ça c'est assez incompréhensible. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi. On comprend le principe de l'éducation, etc. Mais je vous lis juste le tweet d'un médecin qui dit: ce 3e confinement ne changera rien si les gens ne comprennent pas que le but est d'éviter tout rassemblement privé. Jamais on ne s'est contaminé en faisant du sport en extérieur. Les contas, c'est dans la sphère privée, les contaminations dans la sphère privée en majorité. En entreprise, elles sont très faibles, on embrasse peu son collègue, on est masqué, etc. Il y a des mesures barrières. Le vrai problème reste les écoles. Il faut les laisser ouvertes, ok, mais il faut en débattre et on n'abandonne pas les enfants qui vont mal. Par contre, il faut proposer à tous les professionnels de l'éducation, comme on l'a proposé à tous les soignants, de se faire vacciner. Ça semble effectivement, moi j'ai vu, quelqu'un m'a dit, les enseignants sont devenus de la chair à canon aujourd'hui. Sur son constat, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que maintenant on sait à peu près quelles sont les zones de contamination. Bon, c'est évidemment la sphère privée, ça c'est clair. C'est aussi, malheureusement, c'était aussi les restaurants et les bars. Bon, ça y est, c'est fermé, le problème est réglé. Voilà. 5 mois de fermeture. Et puis, une partie quand même de ce qui se passe en entreprise, et moi je le vis tous les jours, notamment dans les restaurants inter-entreprises, où là les gens enlèvent leur masque, où ils sont côte à côte. Alors ils s'embrassent pas, Valérie, vous avez raison, mais ils sont quand même dans des zones où il y a des contacts. Bon, et ça, effectivement, c'est assez dangereux. Et puis il y a un deuxième
deuxième, dans l'entreprise, toujours dans l'entreprise, indépendamment des restaurants interentreprises qui sont toujours ouverts, il y a un deuxième point qui est le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui se savent malades, qui ne sont pas testés, mais qui ont des symptômes importants et qui viennent quand même travailler. Mais qu'est-ce que ça va changer, ce qui a été annoncé hier ? Ça, c'est pas possible. Justement, si. Ce qui a été annoncé hier, sur ce sujet-là, en tout cas, est assez clair. C'est-à-dire qu'on demande, on ne peut pas l'imposer aux entreprises, on demande aux entreprises de revoir les accords qu'ils ont conclus avec au sein des comités d'entreprise, des comités des CES, pour faire en sorte qu'on ait 4 jours de télétravail et 1 jour de présentiel. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 jours de télétravail ou 3 jours de présentiel et 2 jours de l'inverse. Bon, donc si on arrive à faire 4 et 1, ça sera déjà un progrès. Alors, effectivement, on ne peut pas l'imposer. C'est effectivement du préventif. Mais enfin, il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qui ont normalement 2000 personnes, qui aujourd'hui ont 50, 60 personnes qui sont là. Donc, il faut arrêter non, pas depuis le mois de janvier. C'est pas un délire du tout. Depuis le mois de janvier, je peux vous dire qu'il y a eu un retour dans l'entreprise qui est assez important. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les rames de métro et de RER le matin et le soir, c'est assez significatif. Philippe de Fontainebleau est en ligne avec nous. Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, écoutez, je vais essayer d'être simple parce que là, bon, de toute façon, moi, j'entends tous les discours des gens qui essaient de nous expliquer qu'en fin de compte, ce que la décision d'hier soir du gouvernement et de notre président, parce qu'en fait, c'est la décision de notre président, point barre. Qu'on voyait hier Castex en train de faire son speech, et franchement, c'était, enfin, je le plains ce pauvre homme, parce que vous avez vu comment il était en train de fixer le prompteur, on aurait cru que, enfin, c'était une catastrophe, quoi. Puis alors derrière, Véran qui arrive, alors là c'est la totale. Alors maintenant je vais être clair. D'ailleurs, tous ceux qui veulent nous expliquer que c'est un confinement, arrêtez de dire que c'est un confinement. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Donc on n'a rien confiné. Non. Donc moi moi je suis un Français, je fais partie de ceux-là. Je suis et pourtant je faisais partie de ceux qui disaient bon allez, on prend ça avec philosophie, on va faire les efforts qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais là c'est stop, basta. Moi je vais vous dire un truc. Là, on a un politique. Il veut décider, alors qui décide? Mais qui décide en âme et conscience. Il a décidé qu'ils prennent... Alors, je m'en fous. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais prendre l'exemple du vaccin parce que je ne vais pas prendre la parole pendant longtemps. Vous avez autre chose à faire. La politique du vaccin en France, elle a pris du plomb dans l'aile rien qu'avec l'histoire de l'AstraZeneca. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un président... Moi, je me pose la question. Si Mme Merkel n'avait pas dit on met un point net sur l'AstraZeneca, qu'est-ce qu'il aurait décidé? Qu'aurait-il décidé, notre président? Il prévient même pas son Premier ministre qui dit stop, parce qu'il y a des questions de précaution. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ouais. D'accord. Alors maintenant, il est président, il fait ce qu'il faut. Il dit le Pfizer, c'est le vaccin de demain. Il commande des millions de doses. Il fait comme Israël. Il met les pompiers, les militaires et en avant et on dit Français de X années jusqu'à 80 ans, tout le monde passe à la vaccination et en avant. Et maintenant, arrêtez de nous emmerder avec tout ça parce que les hôtels accords, ils sont disponibles. On teste, on dépiste, on isole. Mais oui, mais on est d'accord, sauf qu'il n'y a pas de vaccin disponible. Et c'est faux. L'Israël a commandé X millions de doses. Bah oui, mais... On a du pognon, 35 milliards qui partent à volo, on ne sait pas où va le pognon de tes fraudes fiscales, de tout ça. Non, mais là, c'est pas... Il y en a marre, Oui, on entend votre colère qui est représentative, je pense, d'un certain nombre d'auditeurs. Mais il n'y a pas de vaccin, Je ne sais pas si je prends notre réalisateur de cours, si on peut réécouter le son qu'on a passé ce matin d'un médecin qui disait qu'il n'avait pas de dose. Moi, j'ai raconté l'histoire de mon pharmacien qui a reçu une dose, un flacon la semaine dernière. Écoutez ce que disait ce médecin. Non, j'ai entendu le Premier ministre qui disait regardez à côté, ça marche pas. Il faut qu'il regarde bien à côté, d'accord. Je vais lui faire regarder la Grande-Bretagne, d'accord. Je vais faire regarder le Danemark et Israël. L'Espagne. Confinement plus vaccination arrête fin de la pandémie. Aujourd'hui, on nous amène à la vaccination et j'ai entendu M. Castex qui me disait demain les généralistes vont vacciner. Il va falloir qu'il m'appelle parce que je vais lui expliquer que j'ai aucun vaccin, rien de disponible et on peut même pas passer de commande pour la semaine prochaine. Voilà la réalité de terrain qui est trop différente par rapport aux propos du Premier ministre aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est le décalage qu'il y a entre les annonces. C'est pareil, les tests salivaires dans les écoles, ils sont où ces tests-là? On les a pas. Donc, Jean,
Pardon ? Le problème, il est que ces tests-là, ils sont au compte-gouttes. Oui. Voilà, c'est la difficulté. Et puis sur les vaccins, là, vous parlez de vos vaccins hier soir, juste après l'annonce de la relance de la vaccination avec AstraZeneca. J'étais en contact avec le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, donc qui reprennent la vaccination, mais on leur a dit, écoutez, les doses qui vous étaient promises, donc ils ont calé les rendez-vous, bah on les reprend, on les donne ailleurs. Donc on va jamais y arriver si c'est comme ça. Enfin. C'est le sentiment que ça donne. C'est le sentiment que ça donne en tous les cas. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on sent que la stratégie. Alors je suis désolée pour Monsieur Dubus et qui essaye de défendre ce qui a été annoncé hier soir, mais on voit bien que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il fallait annoncer quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Il fallait annoncer des mesures pour freiner la propagation et faire baisser la tension dans les hôpitaux, ce qui risque d'être le cas. Mais il y a une stratégie qui est aujourd'hui illisible pour le grand public. Vraiment, cette stratégie est illisible. Juste Voilà. Une précision, Israël, c'est 10 millions d'habitants, qui a commandé des doses en juin 2020 et qui a payé 25% plus cher, c'est 8 millions de doses. Donc oui, mais attendez, parce que moi, je commence à en avoir assez. J'ai déjà eu ce débat hier sur Israël. Bon, moi, je suis un fervent défenseur de l'État d'Israël depuis qu'il a été créé, en tout cas depuis que je suis né. Donc, on ne va pas m'accuser d'anti-Israël, mais le modèle d'Israël n'est pas duplicable en Europe. Non, on est d'accord, mais il y a eu une anticipation. Deuxièmement, alors ils ont surpayé leurs doses, ça c'était leur problème. Troisièmement, ils ont donné un certain nombre de fichiers à ça c'est faux. Non, c'est pas vous. C'est anonymisé, ce sont des fichiers anonymisés. C'est ce qui a été dit, mais c'est pas vrai. En réalité, ils ont été utilisés. On est dans les fichiers. Et surtout, quatrièmement, on est dans un État, Israël, qui est un État en guerre, qui est militarisé depuis 1948. C'est pas du tout le cas des pays européens. Donc dupliquer la stratégie israélienne, qui a d'ailleurs confiné pendant 2 mois dans des conditions extrêmement difficiles toute sa population. Je vous signale que la levée du confinement en Israël, c'était il y a 15 jours seulement. C'était depuis décembre, janvier et une partie de février, Israël a été confiné dans des conditions extrêmement difficiles. Alors ils en sortent maintenant, on voit de très belles images avec des gens qui vont à des concerts en terrasse de restaurants et de cafés. C'est très sympathique, mais il faut voir dans quel état l'État était pendant 2 mois. C'était bien plus difficile que nous. Oui, mais alors, il y a eu des décisions, il y a eu un chef, il y a eu des décisions fermes de prise. Mais il y a des décisions qui s'applique dans un État qui est complètement organisé de manière différente. Allez, on y revient dans un tout petit instant. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi avec Christine Bouillot, Najwa El Haïté, Pascal Bataille et Jérôme Dubus. Et donc nous parlons de la stratégie du gouvernement pour freiner, puisqu'il ne faut pas dire confinement, pour freiner l'épidémie. On parlait des écoles. Najwa, vous vouliez réagir à ce qu'on disait? Oui, déjà revenir très très rapidement sur Israël. C'est vrai que souvent on dit oui, mais regardez ce qui se passe en Israël, etc. Sauf que c'est pas comparable. Déjà, comme vous le disiez, Valérie, ils ont payé leur dose beaucoup plus cher. Ils ont eu un recours, et vous le disiez là encore, un reconfinement extrêmement strict. Les écoles fermées, les commerces, enfin tout était fermé. Prolongation à 4 reprises de ce reconfinement. Et puis, hier, la Knesset a voté la possibilité pour les Israéliens qui viennent de l'étranger de mettre des bracelets électroniques. Vous voyez en France avec un bracelet électronique quand vous venez de l'étranger. Enfin, à un moment vraiment, on est dans une autre culture. Après, ce que disait l'auditeur est très juste, c'est-à-dire le tester. Tracer, isoler, bon maintenant on parle de protéger. Et bien là, on a un peu de mal, faut être honnête, on a un peu de mal pour des raisons de moyens humains, parce que isoler quelqu'un et tracer, enfin Mais pourquoi on fait pas appel à l'armée? Enfin, il y a beaucoup de gens qui posent la question. Sur l'organisation, moi j'avais toujours... ça en termes de logistique... Quand on nous a envoyé le professeur Fischer comme responsable de la vaccination, j'ai dit que c'était une erreur, parce que partout, notamment aux États-Unis, en Italie, en Espagne, sont des militaires qui organisent la vaccination. Alors aux États-Unis, on voit bien que ça décolle terriblement. D'ailleurs, Joe Biden n'y est pour rien, puisque tout ça a été fait avant qu'il n'arrive, entre parenthèses, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais on voit bien qu'il faut une organisation quasi militarisée. On voit bien que c'est la logistique qui coince un peu. Mais est-ce qu'ils sont nuls? Moi, je vois les réflexions de nos auditeurs. Il y en a un qui me dit, mais quand on voit l'exode des trains, genre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas annoncé dès hier soir
voir la fin, qu'il était impossible de se déplacer d'une région à une autre. Enfin, il y a des choses qui paraissent quand même d'une évidence assez simple. Je ne sais pas, Pascal Bataille. On a l'impression qu'ils sont quand même très très nuls. Hein. Très nul, je ne me permettrai pas. On a planté les masques, on a planté les tests, on a planté la vaccination. Oui, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Non, mais je suis d'accord. Je veux dire que effectivement, je ne sais pas si ils sont nuls ou pas, ou si simplement c'est un problème aussi de méthode, d'impréparation. Et puis il y a un héritage aussi qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que depuis le début de cette situation est quand même née aussi du cassage de l'hôpital public qui a été fait pendant les 30 dernières années. Donc et qui pour l'instant malheureusement cette tendance perdure au lieu d'être inversée. Mais nul donc. Je ne sais pas. En revanche, ce sont à chaque fois des demi-mesures. On sent qu'à chaque fois, on craint une chose plus qu'encore que le Covid, c'est l'impopularité, c'est le mécontentement des Français. Et que donc, effectivement, le fait d'annoncer pour le lendemain soir à minuit fait que cet exode qui concerne d'ailleurs, qui accentue le caractère très inégalitaire de cette maladie et de ses conséquences, et puisque aujourd'hui ceux qui peuvent quitter Paris et la région parisienne pour aller dans des régions plus hospitalières, c'est évidemment des gens qui ont des moyens, qui ont des résidences secondaires ou qui peuvent se payer des Airbnb ou je ne sais quoi, et des billets de train et d'avion, et pas des gens plus défavorisés qui eux vont rester cloués évidemment dans les zones rouges. Donc voilà, il aurait fallu effectivement dire ça entre en vigueur ce soir à 20h, voilà, et pas si on prend des mesures comme ça, il faut les prendre immédiatement et pas laisser encore une fois une petite porte de sortie à tous ceux qui peuvent la prendre. Mais politiquement, ce que vous dites est intéressant sur ne pas être impopulaire. Donc, est-ce que c'est une stratégie de la part d'Emmanuel Macron de vouloir contenter tout le monde? Pardon, Christine Bouillot. Non, mais est-ce que la question aujourd'hui qui se pose n'est pas tellement le fait qu'on est 1 an après le démarrage de cette crise? Parce que c'est le sentiment général qui en ressort, c'est tout ça pour ça en fait. Voilà. Et les mesures, elles sont discutables. Il y a quand même une bonne nouvelle. Le AstraZeneca revient. On va pouvoir revacciner dès aujourd'hui, dès ce week-end. Il va y avoir des vaccinations de masse. Ça va augmenter en puissance. Évidemment que on peut espérer que ça aille un peu mieux. Mais le sentiment qui ressort de cette conférence de presse, c'est le timing. Voilà, c'est la pire semaine pour annoncer ce genre de décision. Donc en fait, le pari de dire on a attendu le dernier moment pour reconfiner, ce qui n'est pas un confinement aujourd'hui, en fait, il donne l'impression d'avoir fait tous ces efforts, et je pense que là, les gens sont effectivement très sévères et le resteront longtemps. C'est ce sentiment d'avoir fait tous ces efforts pour finalement revenir à la case départ. On n'en est pas à la case départ. Mais le bilan... On est loin parce qu'on a des masques, on a une vaccination qui est lancée maintenant. Alors je considère que c'est encore un peu poussif sur la stratégie des tests. Pardonnez-moi, on est à la case départ, mais les commerces sont fermés. On a quand même des moyens de les restaurants sont fermés depuis 5 mois, les enfants ne vont plus aller, les étudiants sont enfermés chez eux. Il y a quand même des choses qui vont quand même pas super bien. On peut pas mais dire les écoles demeurent ouvertes comparé à d'autres pays européens. Je peux vous dire, les écoles en Allemagne sont fermées. Enfin, les choses sont pas simples. Et vous-même, vous positiviez en disant en tous les cas là, le rythme de la vaccination va reprendre. Je suis d'accord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que dans l'opinion publique, le sentiment qui ressort de cette conférence de presse, c'est le retour à la case départ. Quand vous discutez avec les gens, c'est ce sentiment d'avoir fait tous ces efforts pour rien. C'est pas le sentiment que c'est pas les réactions que j'ai eues ce matin ou les gens hier sont soir. contents, ils ont compris. Les gens trouvent que c'est insuffisant. Alors vous avez toujours 3 impératifs dans cette décision. Vous avez l'impératif sanitaire qui est le premier impératif parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Le deuxième, c'est l'impératif économique parce qu'effectivement, si on bloque et si on fait un vrai confinement, c'est 3 fois plus cher, ça coûte 3 fois plus cher qu'un couvre-feu, il faut quand même le savoir. Dans un cas, c'est 1,5 milliard, dans l'autre, c'est 8. Donc c'est 3 à 4 fois plus cher. Et l'impératif, j'allais dire, psychosocial,
qui est aussi important et qui est de plus en plus compliqué parce que effectivement les gens en ont ras-le-bol. Donc il faut concilier ces trois dimensions-là. C'est extrêmement compliqué. Moi, à titre personnel, je trouve que hier soir, sur le premier impératif, l'impératif sanitaire, on n'est pas allé assez loin. Parce que je crains que on ait effectivement une difficulté à endiguer cette vague dans les 16 départements. Alors, on a eu l'exemple de la Moselle, qui est plutôt un bon exemple, mais qui est un exemple très restreint, parce que le couvre-feu a été efficace. Vous vous souvenez que il y a un mois, la Moselle, c'était la panique totale et qu'ils crevaient quasiment, ils explosaient quasiment tous les indicateurs. Bon, là, ça va nettement mieux. Il n'y a pas eu de confinement, il y a eu un couvre-feu, donc on peut avoir un espoir, mais cette affaire des variants a été terrible. C'est ça qui a changé la donne. Cette affaire des variants a été terrible. Enfin, qui était prévisible et qui était annoncé par le professeur Raoult. Plus ou moins, mais on n'a pas su vraiment comment on allait. Pascal, Raoult, il nous disait que la deuxième vague était terminée. Donc. Pascal Bataille. Moi, ce qui me sidère le plus, en fait, c'est que nos politiques, dont ça devrait être le rôle, soient à ce point-là dans la gestion de l'immédiateté, mais toujours à contre-temps, toujours en tout cas avec un temps de retard, et aussi peu dans la prise de hauteur. Aujourd'hui, je pense on voit la situation au niveau mondial. On est conscient que effectivement, il y a des pays qui réussissent mieux, mais enfin globalement, c'est une crise terrible qui aura touché le monde entier, et on n'est pas les plus mal lotis, même si certains font beaucoup mieux que nous. S'il y avait un discours un peu responsabilisant, disant bon, écoutez. Oui, ça va encore durer un moment parce qu'on n'a pas encore les doses, parce que on va les avoir d'ici un moment. Mais pour l'instant, il faut subir encore, il faut faire le dos rond encore quelques mois. Mais sachez que par ailleurs, nous sommes en train de prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Nous sommes en train de prendre des mesures pour que la prochaine fois, on soit équipé. On ait les masques, on ait les lits en réanimation, on ait les dispositifs de test, on ait les infrastructures pour pouvoir isoler, etc. Aujourd'hui, tout ça ne fonctionne pas, on le sait. On ne va pas changer ça d'un coup de baguette magique. Mais si au moins on avait le sentiment que nos gouvernants, à défaut de trouver des solutions dans l'immédiateté, ce que, encore une fois, seul un magicien sans doute pourrait faire, nous donner l'impression qu'ils sont déjà un peu dans l'anticipation, ce qui est leur rôle. Voilà, gouverner, c'est prévoir. Peut-être qu'on accepterait mieux ça. Sauf que là, non seulement on doit subir une situation à laquelle malheureusement on ne peut pas grand-chose, mais en plus on a le sentiment que quand ça va recommencer, parce que ça recommencera certainement, on recommencera dans les mêmes conditions, avec la même préparation, la même absence de prise en compte des mesures à prendre et de la façon de mettre tout ça en œuvre. Et moi, c'est ça qui me navre le plus. C'est effectivement qu'on est dans l'immédiateté avec un temps de retard et à aucun moment on prend de la hauteur aujourd'hui. Allez, on marque une toute petite pause et je vous donne la parole, Najwa El Haïté, 0826 300 300 si vous avez envie de réagir et de nous faire partager votre opinion sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Christine Bouillot, Najwa El Haïté, Pascal Bataille et Jérôme Dubus. On revient sur ces décisions, sur ce confinement qui n'est pas vraiment un confinement, est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est la question, fait une stratégie de petits pas, c'est-à-dire est-ce qu'il gagne du temps sur les vacances scolaires et est-ce que dans 10 jours il va nous annoncer que ça va pas du tout, parce que de l'avis des médecins que je peux lire, ce confinement en tout cas, ou ce non-confinement ne va pas changer grand-chose. Najwa, vous voulez réagir? C'est sûr que la pression des médecins était de reconfiner de manière stricte. Donc voilà, donc vous avez un président qui résiste à cela, et je ne vais pas rappeler les paramètres qui ont été évoqués, parce que voilà, il y a le sanitaire, mais il y a d'autres paramètres économiques, psychologiques, etc. Donc c'est un juste équilibre qu'il prend en misant, parce que j'ai écouté les propos du Premier ministre hier, sur l'accélération de la vaccination, dont d'ailleurs des chiffres sont annoncés, mi-avril 10 millions, mi-mai je crois, 20 millions, enfin bon voilà, en tous les cas il y a ces perspectives, parce que c'est important de donner des perspectives aux Français, et bien ces perspectives sont là, j'espère qu'elles seront tenues, mais je reviens aussi sur
le fait que le gouvernement doit anticiper. Bien sûr que le gouvernement doit anticiper, sauf que le problème, c'est qu'on dépend des laboratoires. On dépend du rythme de production des doses de vaccins, des livraisons. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé. Et donc, et puis on n'est pas le seul pays européen à subir cela. Et je reviendrai enfin sur le triptyque qui me semble important, c'est le tester, tracer, isoler ou protéger. Souvenez-vous de la mise à disposition, et on en parlait, des hôtels où on disait aux gens, si vous êtes positif, il y a des hôtels qui sont mis à disposition, à votre disposition. Ça n'a pas marché. Non. Et vous ne pouvez pas, en France, obliger les gens à y aller. Et à chaque fois qu'on parlait de ça, il y a eu un débat, c'est les libertés individuelles, etc. Et puis aussi le passeport vaccinal, là aussi, passeport vaccinal, il y a plein de débats. Alors il y en a qui sont pour, qui sont contre. Bien sûr, moi je pense que le débat est un peu tôt, mais voilà, il y a ce volet qui touche à nos libertés individuelles. Mais qui est important. De toute façon, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé partout dans le monde, puisque c'était une pandémie mondiale, il y a deux solutions. Il y a la solution du zéro Covid, qui a été prise, qui a été une orientation qui a été prise par un certain nombre de pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs plutôt des pays insulaires. Alors il y a aussi quelques pays asiatiques qui l'ont fait, mais zéro Covid, ça veut dire que d'abord on est à un niveau très bas de contamination, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de contamination, et dès qu'il y en a 3 ou 4, on tape très fort, on isole les gens. Est-ce que c'est possible en France? Moi, j'en suis pas certain. On a essayé effectivement avec Covisan lors de la première vague. Ça a été un fiasco total parce que les gens ne veulent pas s'isoler. Ils veulent bien se faire tester, ils veulent bien se faire donner leur cas contact, etc. Et ça s'arrête là. Ils ont envie de rester dans leur famille. Et on ne peut pas contraindre les gens à s'isoler. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un débat au mois de septembre-octobre. Il a été conclu qu'on ne pouvait pas forcer les gens à s'isoler. Donc, mais pourquoi certains auditeurs disent pourquoi? Il y a une auditrice qui me dit pourquoi on l'a bien fait dans d'autres pays. Oui, on l'a bien fait dans d'autres pays, mais on n'est pas dans d'autres pays. Voilà. D'ailleurs, on ne peut pas comparer. Vous voyez ce que vous faites en Europe. C'est la deuxième solution qui est la solution des petits pas. On avance, c'est stop and go, on recule, etc. Tous les pays européens sont un peu logés à la même enseigne. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. On recule, on avance. C'est pas satisfaisant. Je suis bien d'accord avec vous. On évolue sur les masques parce que maintenant on en a sur les tests, on en a. Qu'est-ce que ce qui a été annoncé hier va changer? Sur le point de vue sanitaire, c'est un peu inférieur à ce que je pensais. Il ne va rien se passer. Là, il y a un sujet qui est en train de monter très très fort, c'est l'ouverture des écoles. Alors toujours avec ce paradoxe des gens qui disent il faut laisser les écoles ouvertes, mais ce matin, Jean-Michel Blanquer a quand même reconnu que l'incidence dans les écoles est de 500 pour 100 000, soit plus que la moyenne nationale et même l'Île-de-France. Mais visiblement, ça ne pose pas de problème. Et je vois un professeur, Éric Anceau, qu'on connaît bien, qui dit une très forte pensée ce soir pour tous les enseignants du secondaire, à commencer par mon épouse et ma fille. Ils remonteront au front demain en première ligne au milieu des variants très contaminants sans vaccination. Ils méritent bien de la nation. Mille merci à eux. C'est assez incompréhensible aussi là dans le côté illogique. C'est une bouillon. Moi, je reviens parce que, par exemple, là, je suis en train de lire le communiqué du syndicat des médecins réanimateurs. On ne peut pas les accuser, d'être des ultra révolutionnaires et vouloir mettre tout le pays à sac. Et ils disent quoi dans ce communiqué, reçu mardi par Emmanuel Macron, nous ne pouvons que constater que nous avons perdu 1 an. C'est pareil pour les écoles. Pourquoi on reconfine pas? Rappelez-vous comment ça s'est passé le confinement il y a 1 an. La continuité pédagogique, pardonnez-moi, était une vaste farce. L'éducation nationale n'est pas prête à ça. Donc ça veut dire qu'1 an après, je ne suis pas sûre que dans l'éducation nationale, on soit capable, c'est pas un jugement de valeur sur la capacité des enseignants, mais qu'on ait préparé une situation qui puisse se renouveler, c'est-à-dire qu'on ait tiré ce qu'on appelle tirer les enseignements de toutes ces phases successives. Et c'est ça qui est dramatique. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, le sentiment, c'est on a l'impression de revenir à la case départ, malgré toutes les annonces, malgré le fait qu'on ait des masques aujourd'hui, qu'on puisse se faire tester, etc. C'est que on n'a pas marché, rien n'a marché. C'est ce sentiment-là qui va peser très lourd, pardonnez-moi, dans la balance politique, et c'est dévastateur aujourd'hui, parce que se rajoute aujourd'hui
une difficulté supplémentaire après les annonces, c'est l'acceptabilité des mesures. Quand on dit on peut plus se déplacer interrégion, je suis pas sûr qu'il va pas y avoir justement des moyens contournés pour partir, comme disait Pascal tout à l'heure, les gens qui ont des résidences secondaires, qui peuvent se payer un Airbnb et qui aillent de région en région. Et donc face, ce qu'on craint et ce que craignent les épidémiologistes et les médecins, c'est qu'on déplace le problème de région en région. Et c'est-à-dire que les annonces qui sont faites hier, eh bien on est obligé de les prendre dans 15 jours sur d'autres régions, même si c'est les vacances scolaires, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est le sentiment qu'on n'a pas préparé. Les écoles ferment, je veux dire. Aujourd'hui, les mesures sanitaires, quand un cas est détecté, elles sont très strictes. Les enfants sont mis en dehors de l'école. Ils attendent 2 tests pour savoir s'ils peuvent revenir. Et si jamais il y a une suspicion de variant, la classe ferme. Je vous rappelle quand même ces mesures-là. Et donc, il y a de plus en plus de classes qui ferment. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Mais le débat sur faut-il laisser les écoles ouvertes ou pas laisser les écoles ouvertes, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une question... Enfin, c'est au-delà de ça. C'est la question, c'est si on ferme les écoles, est-ce qu'on est prêt à refaire de l'enseignement à distance? Et on voit bien avec les universités aujourd'hui, avec les étudiants. Non, mais ça marche pas, Monsieur Dubus, pardonnez-moi, mais on est capable de le faire bien à certains endroits et d'autres pas. Non, mais si on laisse les écoles ouvertes, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les enseignants? Ah bah ça, il faut les vacciner. Ça, c'est une vraie question, parce qu'ils sont aussi en première ligne. Bah oui, Pascal Bataille, on n'a pas les doses. Il y a quand même des doses, donc ils pourraient être prioritaires. Si, les enseignants, s'ils sont déclarés prioritaires, on est capable de les sur vacciner. La fermeture des écoles, pardon, par rapport à ce que disait Christine, Valérie, la fermeture des écoles, pourquoi on ne les ferme pas? Parce que fermer les écoles, ça n'est possible que si on refait un vrai confinement. Oui. Parce que si les enfants sont à la maison, il faut que les parents restent à la maison, au moins un des deux, et donc ça veut dire que on ne peut plus travailler, en tout cas dans des conditions très, très précaires, très compliquées, et donc ça nécessite un confinement général, donc en tout cas de la région. Donc voilà, je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi effectivement, comme disait Christine, le fait que l'école n'est toujours pas préparée à le faire correctement, sans parler des conditions déplorables dans lesquelles certains enfants se retrouvent en étant enfermés en permanence dans des familles où il ne serait pas forcément bon vivre. Il ne faut pas oublier non plus cet aspect-là psychologique pour les enfants. Non, mais vous avez raison. Le graphique est assez drôle, dit reconfinement. Jean Castex propose une dérogation pour ceux qui ont un truc à faire dehors. Voilà. Donc il y a beaucoup d'humour, donc ça veut dire quand même que bon, il y a. Non, mais pour revenir à l'affaire des écoles, ce serait absolument catastrophique de les refermer. Enfin, mais ça serait... un taux d'incidence de 500 pour 100 000. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond à ça? D'abord, les enfants sont contaminants. On le sait maintenant, mais ils sont moins sujets à des maladies graves. Ça, oui, mais enfin, ils vont transmettre à leurs parents. C'est pas les enfants le problème. Si effectivement, comme le disait Pascal, si on ferme les écoles, ça veut dire qu'on arrête l'économie. C'est tout. Bon, alors est-ce que c'est un choix que l'on veut? Moi, je considère que c'est une excellente mesure par rapport aux pays étrangers d'avoir laissé les écoles ouvertes. Alors ça, effectivement... oui, mais prenons les mesures qui vont avec. Les mesures qui vont avec, c'est effectivement que les parents restent à la maison et qu'ils n'aillent plus au travail. Enfin, c'est clair. Oui, mais la vaccination aussi, c'est vrai, les enseignants. Mais qu'ils n'aillent plus au travail, encore une fois, qu'est-ce qui a été annoncé hier? Qu'est-ce qui change? Nous, lundi, il semblerait que... 4 jours de télétravail. C'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Avec des contrôles et des sanctions. C'est ce que a annoncé le Pas du tout. On était plutôt à 2 et 3 ou 3 et 2 en présentiel, et c'était la proportion que j'ai donnée tout à l'heure. C'est ce qui a été négocié dans les entreprises. C'était pas 4 et 1, pas du tout. Oui, alors après, j'entends l'histoire du télétravail. N'oublions pas quand même que l'immense majorité du tissu économique, ce sont des TPE, des PME. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont difficilement télétravaillables. Absolument. On a pu le faire parce qu'on a arrêté l'économie, et comme les écoles étaient fermées il y a 1 an, donc effectivement beaucoup de gens sont restés sur le bas-côté. Mais quand je reviens sur qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière, là aussi, il y a un double, il y a des occasions manquées, je dirais. Prenons la prime qui est censée aller aux deuxième ligne, à ces caissières qui sont restées à leur poste, aux éboueurs, etc. Mais quel dommage de ne pas avoir été plus loin, de ne pas avoir engagé des choses, parce que là, effectivement, les discussions, elles tourneraient
pas sur ce côté dévastateur de on a fait tous ces efforts pour rien. Je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est ce qui ressort globalement aujourd'hui dans l'immense majorité des gens qui sont concernés par les mesures qui sont annoncées. Les gens n'en voient pas le bout, même si on dit on va être vaccinés. Oui, mais les vaccins sont pas là. On annonce que dans les pharmacies, certaines ne vont pas les avoir et certains médecins les ont toujours pas. Enfin, je veux dire, ça joue malheureusement. Ça me fait pas super plaisir de regarder et d'avoir ce constat-là. Moi aussi, j'étais plutôt optimiste et on va dire rigoureux sur les consignes. Je me disais c'est compliqué, etc. Mais que d'occasions manquées quand même sur cette année de pandémie. C'est pour ça que c'est dévastateur aujourd'hui. Ouais. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est d'espérer qu'on ait les doses de vaccin. Je prends le pari qu'au 30 juin, le taux de vaccination sera ce qu'il a été annoncé, c'est-à-dire 31 millions d'adultes vaccinés en France. Ça veut dire qu'on vaccine 230 000 personnes par jour d'ici là. Alors évidemment, 7 jours sur 7, hein. Oui, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'on vaccine 230 000 personnes. Dès aujourd'hui. On l'a déjà fait, 230 000 personnes, on l'a fait. Ça a donc déjà été atteint. Et les doses seront là, ça moi j'en suis convaincu. Simplement, si on a des accidents type AstraZeneca, ou à mon avis, ça c'est un sentiment personnel aussi, il ne fallait pas suspendre AstraZeneca. Non, bien sûr. Parce qu'on a perdu une semaine. On n'a pas perdu 48 heures, on a perdu une semaine. Le temps de reprendre les rendez-vous, de réacheminer les doses, de faire en sorte qu'il va falloir rassurer un certain nombre de gens qui ne reprendront pas forcément des rendez-vous. On a perdu une semaine. Et une semaine, c'est terrible. Parce qu'on est à 300 morts par jour. Donc une semaine, ça veut dire quasiment 2000, 2500 morts. Est-ce que ça valait le coup de suspendre AstraZeneca à 48 heures pour un résultat de 2500 morts? Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous pensez que, je vais vous faire du Madame Irma, mais que le président de la République se dit ce matin, et le Premier ministre, sur l'incompréhension des Français face à ce qui a été annoncé hier? Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Pascal Bataille? Je ne sais pas s'ils savaient ce qu'ils faisaient vraiment, parce qu'en plus, on a le sentiment que les décisions sont prises un peu en dernière minute, qu'on hésite jusqu'au dernier moment. Donc, je suppose que ce matin, ils ne sont pas forcément hyper contents d'eux, mais ils se disent, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'ils se disent qu'ils ont peut-être pas trop mécontentés. On est plus malheureusement dans l'ironie ou le désarroi que dans la colère avec ces mesures-là. Donc, voilà, ils ont pas trop accru la colère et la cote de popularité va peut-être se maintenir, je sais pas. Christine? Déjà, je pense que la discussion a dû être particulièrement serrée pour arriver à ces décisions-là. Hein. Je suis pas sûre que tout ça, ça a dû être simple pour les décider. Pour revenir sur ce que peuvent penser le Premier ministre et Emmanuel Macron, je pense qu'ils doivent s'auto-convaincre que c'était la moins pire des solutions qui pouvaient être prises. Je suis pas sûre que, mais en regardant quand même de près le phénomène de popularité, je pense que le temps jouera pour eux, parce que les gens vont se rendre compte que c'est pas un confinement, mais que c'est une fermeture des magasins avec un allongement du couvre-feu à 19h, hein, ne l'oublions pas. On gagne 1 heure, c'est freiner sans enfermer. Bon, c'est étonnant que cette phrase n'ait pas plus imprimé que ça ce matin. C'est peut-être aussi la qualité de la prestation de Jean Castex hier soir qui fait que peut-être freiner sans enfermer, c'est tout un problème. Ce matin, il y a un petit premier sondage qui est sorti dans le Figaro. Alors c'est les lecteurs, donc c'est très ciblé évidemment. Hein, t'en prends avec beaucoup de pincettes. Qui est à 50-50, donc 50% de gens qui sont satisfaits parce qu'on n'a pas reconfiné et 50% de gens qui sont mécontents parce que effectivement ils pensent qu'on n'est pas allé assez loin. Mais même ceux qui étaient anti, c'est-à-dire que tout le monde est mécontent ce matin. C'est ça qui est quand même assez formidable. Oui, mais en tous les cas, la méthode a changé. Enfin, moi, je parle en tant aussi qu'élu local. Il n'y a pas si longtemps que ça, les décisions, elles se décidaient en haut. Et je peux vous dire que l'avis des élus locaux peut importer, en fait. Aujourd'hui, la méthode a changé. Il y a des concertations, des consultations avec les élus locaux et aussi avec les parlementaires. Et voilà, c'est freiner sans... vous disiez le mot... sans enfermer. Sans enfermer, c'est la solution qui a été prise. Allez, on se retrouve lundi. Très bon week-end sur Sud Radio. À lundi.